Bonjour, bienvenue dans les webinaires de Visiative Industrie. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de SolidWorks Simulation. Je me présente, je suis Romain Pécourt, ingénieur avant-vente chez Visiative. Au sommaire aujourd'hui, nous allons donc voir plusieurs éléments de la simulation. Nous allons commencer par la statique linéaire qui va vous permettre de pouvoir alléger effectivement vos conceptions afin d'économiser des coûts matières, mais vérifier déjà que vos conceptions puissent résister aux contraintes auxquelles elles vont être soumises. Dans un deuxième temps, on s'occupera de tout ce qui est problème vibratoire, pour vérifier comment se comportent vos conceptions par le biais des études fréquentielles. La simulation thermique qui nous permettra d'anticiper justement tous ces problèmes liés à la température et donc au phénomène de dilatation. Et pour terminer, la simulation de fatigue afin de visualiser le comportement tout au long de la durée de vie de votre conception. Au niveau de ce webinaire, le micro a volontairement été coupé afin effectivement d'éviter tous les bruits parasites qui pourrait y avoir. Mais vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'interface qui se trouve sur la droite de votre écran. Nous y répondrons par mail dès le lendemain. Pour parler un petit peu de Visiative, avant d'attaquer directement dans le vif du sujet, l'offre de Visiative, c'est une offre globale qui va vous accompagner de l'idéation de votre projet jusqu'à la fabrication, jusqu'au SAV, même de vos conceptions, par le biais de plusieurs branches, notamment la branche ABGI, qui s'occupe notamment du conseil pour tout ce qui est dégagement de crédits, impôt recherche ou impôt innovation. La branche intégration avec Dassault Systèmes et la 3D Experience, donc vous connaissez bien, notamment grâce à SolidWorks. Nous sommes aussi éditeurs de solutions hébergées sous la forme de plateformes collaboratives afin de pouvoir vous accompagner dans le fonctionnement de votre entreprise. Et pour terminer, nous avons aussi une branche Rapid Manufacturing qui vous permettra de pouvoir réaliser vos prototypes ou vos petites séries en impression 3D. Mais aussi, on va être capable de vous accompagner si vous avez besoin d'acquérir justement ces différentes solutions d'impression 3D. Les différentes solutions que nous développons sont évidemment majoritairement en mode SaaS, et donc tout naturellement, nous avons notre filiale NC2, qui s'occupe d'héberger les différentes structures et qui est en même temps spécialiste en infogérance informatique. Voilà, le but est vraiment de vous accompagner du début jusqu'à la fin de vie de vos projets. Plus concrètement, donc Visiative, c'est un peu plus de 900 collaborateurs répartis historiquement sur la France, la Suisse, l'Afrique du Nord avec le Maroc et notamment aussi le continent américain avec sa filiale ABGI ainsi que le Brésil. Les dernières acquisitions de Visiative ont permis d'accroître justement cette présence internationale par l'acquisition du groupe Dimension et de la société Jumpstar, qui ont permis justement d'être présents maintenant sur le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Visiative est là pour justement vous accompagner, vous proposer des méthodologies de transformation numérique à grande vitesse, la TNGV, afin de vous faire entrer votre entreprise dans l'ère du numérique. Par le biais de 4 pôles, nous avons donc l'innovation, le management, votre écosystème et l'excellence. Dans chacun de ces pôles, Visiative a la possibilité de vous proposer des solutions afin de vous accompagner
pour faire de la gestion de commerce B2B, dans l'ingénierie, par le biais de la conception 3D au niveau SolidWorks, au niveau de CATIA notamment, suivant les besoins, par le biais effectivement de MoveApps, pour pouvoir justement créer des intranets, pour pouvoir faire de la gestion de dossiers RH. Voilà, donc toutes ces briques, justement, sont proposées par les différentes branches de Visiative de façon à pouvoir vous faire passer dans l'ère du numérique. Pour revenir à notre sujet, qui est aujourd'hui donc SolidWorks Simulation, donc qui va être concerné par SolidWorks Simulation? En fait, un petit peu tout le monde. Qu'on fabrique des machines, qu'on soit dans l'aéronautique, dans le bâtiment, dans le médical, on va avoir besoin à un moment donné de pouvoir tester, valider nos conceptions avant de pouvoir réaliser des prototypes. Idem au niveau du type d'entreprise qui peuvent être intéressées par ce produit, qu'elles soient petites ou grandes, à un moment donné, on va avoir besoin de réaliser ces fameux tests. L'avantage de SolidWorks Simulation, c'est que c'est un produit qui se veut accessible par tous, c'est-à-dire aussi bien les concepteurs mécaniques que les ingénieurs, que les designers. Vous allez voir que c'est un outil puissant, mais très simple d'utilisation. Alors, les enjeux, effectivement, de la simulation. Notre but, c'est effectivement de pouvoir estimer combien de temps va durer un produit. Est-ce qu'il va résister à ces contraintes d'utilisation? Est-ce qu'on n'a pas un moyen de pouvoir améliorer justement le poids? Parce que qui dit élément plus léger dit transport moins coûteux, dit peut-être que justement on est limité aussi au niveau dans son utilisation par un poids, par des normes, par des règles qui font qu'on va avoir besoin d'optimiser toujours ces éléments. En même temps, si jamais notre conception est soumise à la chaleur, c'est toujours intéressant de pouvoir anticiper justement ces phénomènes de chaleur, de dilatation, plutôt que de faire ça directement sur X prototypes. Donc aujourd'hui, l'expérience ne suffit plus quand on a besoin d'affiner justement nos produits, parce que par habitude, on pourrait peut-être aller augmenter un peu certaines épaisseurs, comme ça on sait que avec ça passera, il n'y aura pas de souci. Sauf que aujourd'hui, on est obligé justement quand on reparlait de poids, de faire en sorte que ça soit peut-être le plus léger possible. Donc là, à ce niveau-là, c'est plus de l'intuitivité qui va permettre de pouvoir faire ça. Donc SolidWorks Simulation va être là justement pour pouvoir répondre à ces différentes questions. Comme je l'ai dit, on va aborder ça suivant 4 thèmes, donc le poids des conceptions, l'économie des coûts de matière, les problèmes vibratoires, les problèmes de dilatation, les durées de vie de produits. Et donc, nous allons commencer par la partie statique linéaire qui va nous permettre de pouvoir vérifier si notre produit peut résister aux contraintes en étant plus léger. Bon, on a pris comme exemple cette structure mécano-soudée sur laquelle on va justement réaliser notre étude statique. Car SolidWorks Simulation nous le propose, nous le permet, pouvoir travailler que sur la moitié de notre élément et de travailler donc par un effet de symétrie. Donc nous allons choisir ce type d'étude statique. On remarque ici que les matériaux sont définis. On retrouve l'information sur le matériau qui a été utilisé. C'est évidemment le même matériau qui a été mis en place lors de la conception de notre structure. On peut évidemment le changer si besoin. On va pouvoir mettre en place après ce qu'on appelle des déplacements imposés, donc des appuis-plans, des pivots. Donc là, notamment, on va demander à fixer nos structures par l'arrière. On va rajouter une autre information, comme je l'ai dit au préalable, on va venir travailler sur la symétrie de notre objet. Donc pour ça, on va spécifier à la simulation par quoi on va venir symétriser notre structure. L'intérêt de ça, c'est que ça va nous permettre de pouvoir calculer beaucoup plus vite, puisqu'on va travailler sur moins d'éléments, et donc de gagner du temps au niveau du calcul de ces résultats, en sachant qu'on va pouvoir tout récupérer après sur l'ensemble complet.
On va rajouter maintenant des chargements, donc des forces, des couples, hein, des pressions en fonction des besoins. Donc là, simplement en sélectionnant des informations sur notre structure, on va pouvoir spécifier où le chargement est appliqué et dans quelle direction et avec quelle intensité hein, il va avoir lieu. Une fois que tout ça est mis en place, il nous reste une dernière partie qui va être le maillage. Ce maillage qui va permettre justement de mailler la pièce de façon à pouvoir réaliser le calcul. Hein. Ce maillage ici, dans notre cas, qui va être volumique, on va pouvoir affiner justement cette taille de maille en fonction des besoins. Vous demandez à SolidWorks de le faire à notre place. Si on regarde ici, justement, notre maillage, une fois réalisé, on s'aperçoit que certaines zones sont beaucoup plus fines et d'autres beaucoup plus grandes. Donc automatiquement, SolidWorks est venu s'adapter en fonction des besoins. On retrouve ici nos résultats. Donc ici un résultat de contrainte maximum. On s'aperçoit qu'on est à 50 mégapascales à peu près sur cet élément-là. Évidemment, comme je vous l'ai dit, on va avoir la possibilité de récupérer les résultats sur l'ensemble et non pas uniquement sur la moitié. Autre résultat possible, le déplacement, hein, où on va retrouver donc la valeur justement de déplacement de notre structure lorsqu'elle est soumise à notre effort. Au niveau de SolidWorks, on parlait d'alléger le poids. On retrouve ici la possibilité de pouvoir créer plusieurs configurations. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà au niveau de la conception 3D. Mais vous voyez qu'on va pouvoir récupérer justement ces différentes conceptions, ces différents choix, aussi au niveau de la simulation. Et par un simple copier-coller d'études, on va pouvoir dupliquer les différentes études en utilisant les différentes configurations qui existent au niveau de SolidWorks et donc pouvoir réaliser ces tests, hein, pour voir, voilà, on a des joues qui sont assez vidées, on voit qu'effectivement le déplacement est un peu plus important. Cette fois-ci, on a fait un évidement par le biais, par exemple, de fentes oblongues, et on va pouvoir, de la même manière, vérifier les efforts maximum que la structure va subir et les déplacements maximum que la structure, effectivement, va subir. Pour choisir le meilleur élément, le meilleur choix hein, en fonction des critères que l'on s'est fixés. L'intérêt ici, c'est qu'on va aussi pouvoir comparer ces différents résultats. Donc là, on a choisi de comparer les efforts maximum pour chacun des cas. Et on retrouve justement les trois études avec les trois configurations pour savoir justement laquelle va avoir subi le plus d'efforts, comment sont répartis les efforts hein, au niveau de nos éléments. Donc là, vous avez vraiment un vrai gain pour pouvoir justement alléger et améliorer le poids de votre pièce. L'intérêt de cette étude statique, c'est que les outils sont intégrés directement dans SolidWorks. Donc c'est une interface que vous connaissez, c'est une interface conviviale que vous maîtrisez, d'accord? On va utiliser les matériaux, les configurations que vous avez pu créer au niveau de vos conceptions et directement comparer après les résultats des différentes études que l'on aura pu réaliser. Donc le vrai intérêt ici de cette statique linéaire, c'est vraiment la réduction du coût, parce qu'on va pouvoir justement tester, sans être obligé de faire des prototypes réels, le comportement de notre structure, et notamment ici, pouvoir avoir un gain de poids au niveau de la structure, parce qu'on va pouvoir alléger notamment les joues hein, de cette structure. Alors, on va continuer maintenant avec une analyse fréquentielle. On a vu que nos structures résistaient aux efforts auxquels on voulait la soumettre. Maintenant, on peut imaginer qu'il pourrait y avoir un moteur hein, qui soit posé sur cette structure, et donc ce moteur va émettre des vibrations, et on voudrait justement, sur notre structure, connaître les différents modes vibratoires, différents modes propres, hein, pour pouvoir vérifier que les vibrations du moteur ne fassent pas monter en fréquence de résonance notre structure. Donc, de nouveau, notre élément mécano-soudé. Cette fois-ci, on va passer sur une étude de fréquence.
Et pour cette étude de fréquence, on va avoir, donc on voit le même principe, hein, on va retrouver nos matériaux, on va retrouver des déplacements imposés, des chargements, hein, donc on retrouve une structure assez similaire hein, que sur l'étude statique, mais l'intérêt ici, ça va être de pouvoir aussi donc, faire du glisser-déposer pour récupérer des déplacements imposés, pour récupérer des chargements, etc., au niveau des autres études, pour l'appliquer sur notre étude, d'accord, et les modifier si besoin. Ici, nous sommes dans une étude fréquentielle. Donc, qui dit étude fréquentielle, dit effectivement mode propre, hein, mode de fréquence. Donc, on va pouvoir préciser que nous, on veut 5 modes de fréquence. Et après, vous voyez qu'on a d'autres options qui vont nous permettre de pouvoir fixer des fréquences pour vérifier ce qui se passe à des fréquences données, ou pas dépasser certaines fréquences. Hein. Ça dépendra évidemment de nos besoins. Une fois que le calcul est terminé, on retrouve les 5 modes propres que l'on a demandé à calculer. Et lorsqu'on affiche ces résultats, on retrouve la fréquence à laquelle justement notre structure commence à rentrer en mode de résonance. Donc ici on est quasiment à 247 Hz. On voit justement l'aspect physique hein, de la déformée suite justement à cette rentrée en résonance. Si on regarde le deuxième mode, on est aux alentours de 250 Hz à peu près. Et l'intérêt, c'est qu'on va avoir la possibilité d'animer pour voir un petit peu comment va se comporter justement notre structure lorsqu'elle va arriver sur cette fréquence, hein, comment on va voir vibrer entre guillemets les parois de notre pièce. Mais l'intérêt de cette étude, c'est surtout de pouvoir récupérer les différentes fréquences et la participation massique, hein, c'est-à-dire le pourcentage de ma structure qui va être sollicité aux différentes fréquences suivant les différentes directions. Et on retrouve notamment les fréquences de résonance hein, de notre structure. Donc l'intérêt ici, c'est de voir que si mon moteur a une fréquence de fonctionnement qui est inférieure à 247 Hz, ma structure ne subira pas, ne rentrera pas en résonance, étant donné que c'est à partir de 247 qu'on commence à rentrer en résonance et que là, on risque d'avoir de gros dégâts sur notre conception. Donc justement, hein, comme je vous le disais, cette étude fréquentielle permet d'éviter que nos conceptions arrivent justement dans ces zones, dans ces phénomènes, et subissent ces phénomènes de résonance, hein, qui sont très très dévastateurs, de pouvoir visualiser ces différents modes, de pouvoir surtout calculer aussi la participation massique, donc de pouvoir peut-être anticiper, modifier les épaisseurs, rajouter peut-être des renforts, de façon à ce que les zones en question changent, ne vibrent pas de la même manière, et peut-être reculer justement la fréquence de notre premier mode, de façon à avoir une plage plus grande avant de rentrer en fréquence de résonance. Ça, c'est quelque chose que l'expérience est un peu compliquée à pouvoir fournir. C'est vraiment uniquement par le biais de la simulation que l'on va pouvoir vérifier ce genre d'éléments. Maintenant qu'on a vérifié que notre élément, comment notre conception vibrait, on va s'occuper de tout ce qui est phénomène justement de dilatation par le biais d'études thermiques. Pour cela, nous allons partir sur un autre modèle qui est ici une cuve avec un couvercle qui va évidemment être boulonné. Comme sur l'exercice précédent, nous allons pouvoir utiliser qu'une section pour pouvoir réaliser notre étude ici thermique. Et après, mettre une axisymétrie pour pouvoir répercuter les résultats sur l'ensemble du modèle. Donc, au niveau des chargements, on va pouvoir appliquer des températures, des phénomènes de convection, des flux thermiques. Et donc là, vous voyez par exemple, pour pouvoir mettre en place justement les coefficients de convection au niveau de notre récipient, on va simplement sélectionner les différents éléments, appliquer ce coefficient de convection et préciser à quelle température ambiante, effectivement, on se trouve. On va pouvoir switcher directement d'une unité à l'autre, hein, puisque c'est quand même plus simple de pouvoir parler
en degrés Celsius que de parler effectivement en Kelvin. Automatiquement, SolidWorks va pouvoir mettre à jour tous ces éléments-là. Une fois qu'on a mis en place nos phases de convection, nous allons passer maintenant à la partie justement du flux thermique et qui va s'appliquer cette fois-ci à l'intérieur de notre récipient et indiquer la valeur de ce dernier. Ce flux thermique va intervenir quand on est sur une étude qui va être plutôt transitoire. On va pouvoir justement afin de réaliser notre étude thermique ici, nous allons partir sur un modèle d'un récipient avec donc un couvercle et qui va être boulonné. Donc comme pour les études précédentes, nous allons pouvoir utiliser une section uniquement de ce récipient pour éviter de travailler sur l'ensemble complet et donc gagner du temps au niveau notamment de la réalisation des différents calculs. On va pouvoir donc cette fois-ci appliquer des chargements thermiques, vous voyez, des températures, des phénomènes de convection, des flux thermiques, des puissances thermiques, des éléments de radiation en fonction de nos besoins. Donc on va déjà préciser justement les coefficients de convection de notre récipient. Vous voyez que très simplement, en sélectionnant les différentes faces, vous avez même la possibilité de faire une sélection automatique des différentes faces exposées. On va pouvoir appliquer notre coefficient de convection et surtout préciser la température ambiante à laquelle il va intervenir. Vous voyez que très simplement, on peut passer d'une unité à l'autre de façon à mettre des informations nos unités qui nous parlent le plus. Ensuite, une fois qu'on a précisé ces phénomènes de convection, on va pouvoir justement rajouter un flux thermique pour préciser justement la chaleur qu'il va y avoir à l'intérieur de notre récipient. Donc, même principe. Une fois qu'on a mis notre valeur, on va avoir la possibilité aussi de préciser justement par le biais d'un graphe, parce qu'on va être sur une analyse en régime transitoire, comment va se comporter notre flux. Donc, il faudra une seconde pour pouvoir monter en température. Maintenant que tout est en place, on a évidemment le maillage qui a été prédéfini et on va pouvoir analyser donc nos résultats. On retrouve ici nos températures maximum ainsi que minimum au niveau de notre étude. Vous voyez qu'on est à 153 degrés Celsius pour la température la plus forte. L'avantage de cette étude thermique va me permettre aussi de pouvoir sonder au niveau de mon réservoir, de mon récipient, justement l'évolution de cette température en fonction de la hauteur de mon réservoir et de voir comment justement cette dernière évolue. Une fois qu'on a réalisé une étude thermique, on va avoir la possibilité de combiner les résultats de cette dernière avec une étude statique. Donc pour ça, on va simplement demander à récupérer les résultats de l'étude thermique avec le pas de temps en question, là où on a atteint les températures maximum, pour l'intégrer justement dans notre étude de statique. Vous voyez qu'on a une précontrainte qui était faite, qui était la force considérée comme étant la force de fermeture de notre élément. Et on voit évidemment qu'on a atteint la limite d'élasticité qui est au niveau des efforts maximum. Et on se retrouve avec un phénomène justement de dilatation, parce qu'on atteint 4,5 mm de dilatation, ce qui peut être assez énorme pour ce genre de réservoir. Donc notre étude thermique a permis justement de pouvoir vérifier les différentes évolutions et variations de température, les effets effectivement de cette chaleur. Donc vous voyez
comme on l'a énoncé juste avant, on a plusieurs possibilités, par conduction, par convection, par rayonnement, hein. Sur des études linéaires ou transitoires, on va avoir en régime établi, ou en régime transitoire, pardon. Mais on va avoir aussi la possibilité de récupérer ces différentes températures et de pouvoir les transmettre dans notre étude mécanique. Donc de pouvoir vraiment avoir l'ensemble des effets sur notre structure pour pouvoir anticiper un maximum d'éléments avant de fabriquer notre premier prototype, entre guillemets, qui pourrait limite être juste notre élément de pré-série avant de lancer la série finale. Dernier élément au niveau de notre étude, ici, on va venir réaliser une étude de fatigue afin de pouvoir visualiser l'impact de ces différents efforts tout au long de la durée de vie de notre conception. Donc, on retrouve ici notre réservoir, hein, notre récipient. On a donc réalisé ces différentes études. Donc, une étude dans laquelle on avait la température plus les efforts. Une autre étude dans laquelle on avait aussi testé, appliqué justement une pression à l'intérieur justement de ce récipient. Donc, on retrouve ces deux études que l'on va utiliser pour pouvoir justement faire notre étude de fatigue. Donc, on choisit bien évidemment le type d'étude que l'on veut faire et on va avoir la possibilité d'ajouter des événements au niveau de notre étude de fatigue. On vient préciser un nombre de cycles et après, de façon comment justement nos éléments vont être spécifiés. Donc ici, on passe sur une base 0, étant donné que nos valeurs vont entre 0 et 150 degrés. D'accord ? Et on vient préciser quelle étude on va venir récupérer pour ce phénomène-là. Je vous rappelle qu'on avait fait une deuxième étude, une étude dans laquelle on avait appliqué justement une pression à l'intérieur de notre réservoir. Donc on va appliquer, pareil, le nombre de cycles où on détermine, on estime que notre conception va être soumise. Et cette fois-ci, on va récupérer le rapport des contraintes, étant donné que dans les rapports justement de la pression, on avait une petite pression à un moment pour la plus basse qui était négative et la plus forte qui était positive. Donc on va faire le ratio entre les deux, d'où le moins 0,2. Hein, c'est le rapport entre la plus petite et la plus grande pression. Une fois qu'on a mis en place ces éléments dans notre étude de fatigue, évidemment, la question primordiale dans une étude de fatigue, ça va être ces fameuses courbes SN, hein, ces courbes justement qui vont permettre de déterminer comment va se comporter le matériau et notamment les contraintes, de la matière tout au long justement du nombre de cycles. D'accord ? Donc une fois qu'on exécute notre étude, on va pouvoir récupérer donc déjà plusieurs résultats. Ici, on a choisi de montrer justement un résultat avec notamment le pourcentage d'endommagement. Vous voyez qu'on atteint 28 500, plus de 28 500% d'endommagement. Autant dire que c'est très élevé. Ce qui veut dire que notre réservoir va avoir des sacrés problèmes. Donc là, on va juste modifier un peu notre échelle de façon à récupérer, à voir justement en rouge tout ce qui est au-dessus des 100%. Donc on voit que l'appui de notre boulonnage souffre et est complètement endommagé. Mais on s'aperçoit aussi que l'arrondi ici au niveau de notre réservoir va subir aussi un fort taux d'endommagement parce qu'on est quasiment à 70% d'endommagement à la fin du cycle d'utilisation de notre conception. Et donc, il va falloir se poser des questions sur pourquoi pas peut-être augmenter le rayon dans cette zone-là de façon à renforcer, d'avoir une zone un petit peu plus épaisse. Mais de toute façon, il va falloir revoir aussi notre étude, étant donné que si on a atteint plus de 28 000%, c'est-à-dire que là on voit que l'appui du boulonnage est complètement endommagé, donc a rompu, c'est qu'effectivement il y a des éléments à reprendre, notamment sur l'épaisseur générale, sur la résistance globale de
notre récipient. Donc là, on voit que même s'il était peut-être limite au niveau des valeurs mécaniques, c'est sûr qu'il ne va pas aller jusqu'au bout de la vie, justement, qu'on avait prévue pour cette conception. Voilà, donc l'intérêt de cette étude de fatigue va nous permettre de pouvoir justement savoir combien de temps ça va durer, de pouvoir vérifier les zones critiques et les zones qui vont être endommagées à la fin des cycles de fatigue. Et surtout, vous avez la possibilité de pouvoir mettre en place ces fameuses courbes. Donc vous avez des exemples de courbes qui sont déjà proposés dans SolidWorks, mais évidemment, c'est complètement ouvert, donc vous allez pouvoir intégrer vos propres courbes de fatigue en fonction des informations que vous aurez pu récupérer auprès des fabricants de matériaux, par exemple. Si on récapitule un petit peu ce que l'on vient de voir, la simulation nous permet d'avoir un véritable gain de temps au niveau de nos conceptions, étant donné qu'on va pouvoir simuler, anticiper, améliorer notre innovation, notre compétitivité et notre réactivité face justement aux différents comportements que notre produit peut avoir lorsqu'il est soumis à tel ou tel facteur. L'intérêt ici, c'est que tout ça va être fait avant même d'avoir commencé à fabriquer la moindre pièce. Et donc, au moment où vous allez fabriquer, ça va vous permettre d'avoir un produit qui sera le plus abouti possible, avant de faire le premier prototype, entre guillemets. Pour parler un petit peu de l'offre de la simulation, de SolidWorks Simulation, donc dernier élément ici, on retrouve cette offre qui est divisée en 3 packages. Le premier s'appelle SolidWorks Simulation Standard, dans lequel on retrouve la statique linéaire et la fatigue que l'on a utilisé dans cette présentation, mais aussi le motion pour tout ce qui est simulation de mouvement, d'accord ? Le tendancier pour pouvoir récupérer notamment des résultats et faire de la comparaison aussi de résultats. SolidWorks Simulation professionnelle, on retrouve dedans les études thermiques et les études modales en fréquentiel, mais on va intégrer aussi tout ce qui va être flambage, des tests de chute aussi pour vérifier le comportement de l'objet lorsqu'il va chuter ou lorsque quelque chose tombe dessus. On va pouvoir aussi voir le comportement des appareils sous pression, pouvoir linéariser les contraintes, quand nos appareils sous pression sont soumis à différentes sollicitations, et pouvoir valider au niveau des normes que l'on respecte bien les normes qui sont assez particulières pour ce genre d'appareil. On va retrouver aussi de l'optimisation au niveau cinématique et au niveau paramétrique, mais aussi de l'optimisation topologique, qui va permettre encore là d'aller plus loin dans l'allègement de matière au niveau de vos conceptions. Le dernier package, qui est SolidWorks Simulation Premium, donc intègre la dynamique, en mode transitoire, spectral, harmonique, les études aussi non linéaires, qu'elles soient statiques ou dynamiques, pour les matériaux à très forte déformation ou les matériaux dits élastiques. Mais aussi, on a la possibilité de traiter les matériaux composites et gérer donc le multicouche et le sens des couches et les facteurs de résistance de chacune de ces couches. Donc voici l'ensemble de l'offre de SolidWorks Simulation qui vient de se greffer sur n'importe quelle version de votre SolidWorks CAO. Mais si vous avez besoin d'aller plus loin, parce que là vous avez quand même déjà beaucoup d'outils, on a la possibilité aussi d'aller faire des études de type fluidique avec SolidWorks Flow Simulation, donc pour tout ce qui est écoulement interne ou externe de gaz ou de liquide. Donc on va pouvoir justement faire toutes ces études fluidiques avec Flow Simulation, faire des calculs de perte de charge notamment. SolidWorks Plastique pour pouvoir faire des calculs de rhéologie pour voir comment s'injectent vos pièces et comment aussi concevoir vos moules, avec différents justement pour aller plus loin dans la rhéologie de ces composants plastiques.
Smart Design va vous permettre aussi de pouvoir réaliser des calculs littéraux par le biais de fiches, justement, d'ABAC. Hein. Vous allez simplement renseigner les différentes valeurs et pouvoir récupérer des résultats de coefficients de sécurité, de flèches, entre autres, de torsion, de traction, de faire un calcul de clavetage, de cannelure, de durée de vie de roulement, de ressort, de vérin. Voilà, donc là, c'est tout un tas de fiches, en fait, automatisées. Vous avez juste à rentrer vos éléments et ça permettra de pouvoir faire du prédimensionnement, hein, avant de vous lancer dans un calcul de simulation, comme on vient de le voir par exemple. Mais il existe aussi une passerelle entre le monde d'Assault SolidWorks et le monde d'Assault 3D Experience, c'est-à-dire CATIA, et les outils de simulation de la 3D Experience, comme Abacus par exemple, peuvent aussi être liés à SolidWorks. Donc on est capable de vous fournir aussi ce genre d'éléments dans le groupe Visiative. Ce webinaire est maintenant terminé et je vous laisse découvrir les prochains rendez-vous sur les mois qui viennent. Donc n'hésitez pas à vous inscrire directement sur le site Visiative Industrie. Vous y retrouverez donc tous les événements. Merci beaucoup et bonne continuation.